Voilà. Donc, lorsqu'on veut parler, en fait, si tu te rappelles des nombres complexes, il y avait deux notions à savoir. Donc, il y avait la notion, tout d'abord, l'historique des nombres. Si on veut partir un petit peu sur AWAP pour voir un petit peu l'historique des nombres, est-ce que tu te rappelles déjà, le premier ensemble, c'était quoi lorsqu'on avait parlé des nombres? On avait bien parlé des nombres, des entiers. Très bien. Donc, les entiers naturels, si on se rappelle, les entiers naturels, c'était représenté par n, qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a eu l'apparition des nombres négatifs. On est parti à l'Esquimau, on avait dit, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe si je veux avoir moins 2, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Du coup, on a inventé qui, après les entiers naturels, donc on avait dit, on a n au départ, donc on a n, et ensuite on a ajouté qui, du coup, très bien. Donc après, on avait dit, donc on va ajouter l'ensemble des nombres z, donc z qui contient à la fois l'ensemble des entiers naturels, mais z également contient les nombres négatifs, du coup moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc après, il y a eu le problème, tiens, ben, on veut acheter un demi-kilo de pommes. On veut donner un quart de la part d'un appartement à notre fils. Et du coup, pour résoudre cette problématique, nous avons inventé l'ensemble des nombres. Non, avant les réels. Donc, on a inventé l'ensemble des nombres Q. Donc, ce sont les nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels, donc un demi, un tiers, un quart, moins un demi, moins un tiers, moins un quart, moins un cinq. Ou encore? Très bien. Donc, après cela, nous avons ajouté, on avait dit, tiens, bah, il y a des nombres qui ne peuvent pas être écrites sous forme d'un ratio, sous forme d'une fraction. Et pour cette raison, nous avons inventé l'ensemble des nombres réels pour répondre à la problématique de racine de 2, qui était 1,41. OK? Donc, donc là, on a l'ensemble des nombres réels. Et par contre, lorsqu'on avait appris en première que si on veut résoudre une équation de second degré avec un déterminant qui était négatif, donc par exemple, lorsque je t'ai dit de résoudre x carré plus 1 égale à 0, donc nous avons x carré plus 1 égale à 0, donc x carré plus 1 égale à 0, c'était quoi le problème de x carré plus 1 égale à 0? Mhm. Très bien, donc, lorsque je vais résoudre l'équation x carré plus 1, voilà, donc je veux avoir un discriminant qui est négatif, et en réalité, un discriminant négatif, il n'y avait pas de solution dans R. D'accord? Donc, pour cette raison, donc, si je ramène x carré est égal à aussi de notre façon, sans calculer le discriminant, comme on faisait en quatrième, lorsque je passais pour écrire x carré est égal à moins 1, et bien là, le problème, c'est que égal à moins 1, on ne peut pas dire qu'un nombre au carré est égal à un nombre négatif. Donc, si on fait le lien entre le réel et l'imaginaire, donc on peut dire, tiens, bah, x carré, donc un carré est égal à moins 1, bah, je veux juste inventer une partie imaginaire, et donc je veux former un nouvel ensemble de nombres, je veux introduire la notion des nombres complexes, donc la notion de nombre complexe qui contient à la fois une partie réelle, donc C contient une partie réelle et une partie imaginaire. Donc là, du coup, en réalité, il englobe l'ensemble
de tous ces, donc l'entier naturel, les nombres rationnels, irrationnels, l'ensemble des nombres réels. Donc, ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est la partie complexe, donc qui va avoir trois différents types. Donc la forme algébrique, forme trigonométrique et l'ensemble des nombres donc sous forme exponentielle. Ok. Donc après avoir fait ça, donc on va essayer de voir dans la forme trigonométrique le gros problème, c'est comment on va pouvoir déterminer la notion d'argument, comment on va déterminer le module, comment on va faire le lien avec la partie exponentielle pour commencer ce qu'on apprend en première année universitaire, toutes les relations de formules de Moivre, les formules de l'air et le lien avec la linéarisation. Ok? Très bien. Donc, au début, donc, on avait dit il y a au premier la forme algébrique. D'accord? Donc, z est égal, on peut l'écrire de deux façons différentes. Z est égal à x plus iy. On est bien d'accord. Donc, lorsqu'on parle de z est égal à x plus iy, x, on va l'appeler, c'est la partie réelle, et y, ici, c'est la partie imaginaire. Donc, on a x et on a y. OK? Donc, ensuite, pour pouvoir résoudre le problème de moins 1 qui a apparu tout à l'heure, on avait ajouté i carré qui est égal à moins 1. Donc là, lorsque je pars pour pouvoir écrire donc un nombre complexe, soit je peux l'écrire sous la forme a plus ib ou bien x plus y. Si je veux faire la somme de deux nombres complexes, par exemple là, j'ai un premier nombre complexe z1 x1 plus iy1 et z2 x2 plus iy2. Ben, la somme de deux nombres complexes, donc on remarque qu'il faut additionner la partie réelle du premier avec la partie réelle du second et la partie imaginaire du premier avec la partie imaginaire du second. Donc on aura z1 plus z2, c'est x1 plus x2 plus i facteur de y1 plus y2. Ok? Si on veut faire la multiplication des deux, donc il faut faire attention que dans la multiplication, on va faire la distributivité. D'accord? Pour ça, en fait, une fois qu'on a fait la distributivité, ensuite, on rassemble les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc, lorsque je veux faire la distributivité, je vais avoir x1 fois y2 de l'autre côté, puis ensuite x1 fois x2 de l'autre côté. Pour ça, j'ai x1, x2 et x1, y2 qui apparaissent. Ok? Donc, une fois que j'aurai appliqué la distributivité sur les deux nombres. Donc, il faut savoir que les multiplications et l'addition, ils ont les mêmes propriétés qu'on a dans l'ensemble des nombres réels. Donc, ils sont commutatifs. Donc, Z1 plus Z2, c'est la même chose que Z2 plus Z1. Pareil, Z1 fois Z2, c'est la même chose que Z2 fois Z1. Donc, ça, c'est la commutativité. Au niveau de l'associativité aussi, ils sont associatifs et la distributivité, elle est opérationnelle. OK? Donc, la formule de Newton, qui est une relation très importante qui nous a permis de calculer Z1 plus Z2 à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5, à la puissance 6. Donc, si tu te rappelles bien, il y avait à l'intérieur une combinaison au départ, et à chaque fois, ce qu'il faut savoir, qu'au niveau de ta puissance, la multiplication de deux termes là qui sont Z1 et Z2, la puissance qu'on va posséder doit être égale à n. Pour ça, n moins k fois k. C'est-à-dire, lorsque je veux, par exemple, faire l'exemple de Z1 plus Z2 au carré, quand je veux commencer, je vais commencer par C2, donc une combinaison de ces deux zéros, qui est égal à 1, avec un facteur Z multiplié par Z1 au carré, Z2 à la puissance 0. Pour cette raison, en fait, ici, Z2 à la puissance 0 n'apparaît pas. Pourquoi? Car un nombre à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc, on a Z1 au carré plus 2 fois. Pourquoi le 2? Le 2, c'est le C2, 1. La combinaison de 2, de 1 parmi 2. D'accord? Donc, ce 2-là, c'est ta combinaison C2, 1.
Z1, Z2, c'est généralement, donc, comme on l'avait dit, donc Z1 à la puissance 2 moins 1, donc c'est à la puissance 1. Z2 à la puissance 1, pareil, donc on a 2, Z1, Z2, plus Z2 au carré. Pourquoi Z2 au carré? Car en réalité, à la fin, on va voir ici C2, 2, donc une combinaison de 2 parmi 2 qui est égale à 1. Z1 à la puissance 2 moins 2, donc Z1 à la puissance 0, donc ça fait 1. Et Z2 à la puissance 2, et du coup, on aurait notre Z2 au carré. OK? Donc, c'est la même chose qu'on peut l'appliquer après sur Z1 plus Z2 à la puissance 3, 4 ou 5. Très bien. Donc là, par rapport à ce qu'on a, il faut savoir deux choses très importantes. Donc, qu'un nombre complexe, il devient un nombre réel si et seulement si, quoi? Sa partie. Très bien. Maintenant, un nombre complexe, il peut être nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire est nulle. OK? Et ensuite, on va pouvoir, donc, dans la solution il y aura plein d'exercices sur comment pouvoir déterminer les valeurs des nombres complexes. Et là-dessus, il faut faire attention à deux choses très importantes. La première, que lorsque je veux identifier deux choses, lorsque je veux comparer deux choses, donc je compare une pomme avec une pomme, je compare une voiture avec une voiture. Je ne compare pas une voiture à une trottinette. Ce n'est pas la même puissance. Je ne compare pas une voiture avec un vélo. On ne peut pas atteindre la même vitesse, on ne peut pas atteindre la même c'est pas le même paramètre, les mêmes performances, les mêmes grandeurs. Donc, lorsque je veux comparer un nombre complexe, je le compare à un autre nombre complexe pour pouvoir identifier les paramètres qui me manquent. Donc ici, donc, on compare A plus IB à A' plus IB'. Donc il faut faire attention lorsque je veux comparer. Je compare la partie réelle du premier nombre complexe qui est A à la partie complexe du deuxième nombre complexe qui est A'. Je peux dire que A est égal à A' et B est égal à B'. OK? Donc, cette méthode est super importante après dans des exercices où tu vas les résoudre. Donc, on avait dit donc, toujours donc, un nombre complexe qui peut être décrit sous la première forme qui est la forme algébrique. Donc, la forme algébrique, c'est Z est égal à X plus I, Y. D'accord? X, c'est ta partie réelle et Y, c'est ta partie imaginaire. D'accord? Donc là, par exemple, dans Z1 est égal 3 plus 5i. C'est quoi la partie réelle? C'est quoi la partie imaginaire? Très bien. Donc on remarque que 3, la partie réelle. Très bien. Et 5, c'est la partie imaginaire. Très bien. Bravo. Bravo, bravo. Donc ça, c'est clair. Super. Donc ensuite, si on regarde bien par rapport au deuxième nombre complexe ici, donc on remarque qu'on a un nombre complexe qui est purement quoi? Très bien. Donc on a la partie réelle est nulle, donc le nombre complexe est purement imaginaire, alors que la troisième, c'est un nombre purement réel. D'accord? On parle d'un nombre complexe imaginaire pur que dans le cas que sa partie réelle est égale à 0. OK? Donc, comme on sait, donc on avait dit un nombre complexe est constitué de deux parties, partie réelle, partie imaginaire. Donc, cette notion donc, d'une partie réelle avec une partie imaginaire nous permet d'écrire et de représenter le nombre complexe sous forme, donc dans un graphique. Comment? Comme la partie réelle, donc x, la partie imaginaire y, on peut lui attribuer des coordonnées à ce nombre complexe. C'est-à-dire là, si on remonte dans l'exemple précédent, 3 plus 5i, c'est-à-dire son x est égal à 3 et son y est égal à 5. Donc c'est un point M de coordonnées 3, 5. Et je viens de le placer sur un repère orthonormé. OK? Très bien. Donc, dans une représentation donc, graphique, il y a deux choses très importantes à savoir. Il y a
déjà la notion de vecteur. Donc, on va avoir une image vectorielle. Et comment on calcule un vecteur? Donc, un vecteur, il est constitué de deux points. Un point de départ et un point d'arrivée. Donc, je veux avoir AB. AB, donc Z du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. On est bien d'accord. Donc, ZB moins ZA va nous permettre, sur le long terme, de déterminer la fixe du vecteur AB. Par exemple, ici, on a le vecteur U ou le vecteur OM, donc ZM moins ZO, qui représente le point ZM car ZO égale à 0. Ouais. Donc, si on veut faire une somme dans tout ce qui est somme de nombres complexes, donc on additionne, comme on avait dit tout à l'heure, les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc là, on a Z1 plus Z2. Donc on a 1, la partie réelle du premier. On l'ajoute avec 3, la partie réelle du deuxième, pour avoir 4i plus 5i. Donc ça fait 6i. OK? Pareil pour la multiplication, comme on avait dit. Donc là, on a 1 plus i3 plus 5i. Donc le 1 de la première partie, on va venir le multiplier par 3, puis ensuite le multiplier par 5i. Et pareil pour le i, on va le multiplier par 3, puis après par 5i. Et à la fin, voilà, on rassemble l'ensemble pour avoir une partie réelle, une partie imaginaire. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, lorsqu'on a un nombre complexe qui est composé d'une fraction, et on a dans la fraction des parties imaginaires, ben, on va faire appel à ce qu'on appelle, ben, comment on fait rendre rationnel? On multiplie par la racine carrée. Ben là, on va éliminer la partie imaginaire du dénominateur en multipliant par le conjugué. Donc, le conjugué de A plus IB, c'est A moins IB. D'accord? Pourquoi on multiplie par le conjugué? Car le conjugué va faire apparaître un I carré et le I carré me permet de le mettre sous forme de moins 1 au lieu de le mettre sous forme de I. OK? Donc, I carré, donc c'est moins 1. Donc là, ce qui va me permettre, donc 1 plus I fois 1 moins I, donc c'est 1 moins I au carré. Donc pour ça, en fait, on aura le I qui va disparaître. Donc, écrire sous forme algébrique, donc le nombre complexe, on a ici moins 1 plus 2i sur 2 moins 5i, parce qu'on va faire pour écrire sous forme algébrique, donc la forme algébrique, on avait dit, il va y avoir a plus ib. D'accord? Donc, a plus ib. Le fait d'avoir ici 2 moins 5i dans le dénominateur, ceci indique que notre nombre complexe il n'est pas sous forme algébrique. Pour le rendre sous forme algébrique, il faut que je multiplie par quoi? Par le conjugué. Très bien. Très bien. Donc là, on multiplie par le conjugué 2 plus 5i et on fait la distributivité dans le numérateur et dans le dénominateur. Dans le dénominateur, c'est assez rapide car c'est a moins b, a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc on aura le 29 et la distributivité en gros pour avoir moins 12 moins i. OK? Donc là, ce qu'on fait, c'est on est passé de z' qui est sous forme d'une fraction avec une partie imaginaire dans le dénominateur à une fraction, des fractions, qui contient que des parties réelles dans leur dénominateur. OK? Car si on n'avait que des parties imaginaires, bon, ça ne serait pas possible. Donc, si on veut écrire sous forme algébrique, il ne faut pas y avoir des parties imaginaires dans le dénominateur. Oui, tout à fait. Très. Donc là, après, on fait la somme de deux vecteurs. Comment on fait la somme de deux vecteurs? Ben, on va faire la même chose au niveau de la somme des fixe de deux vecteurs. D'accord? Donc Z1 plus Z2 ici, par exemple, on aura OM' ici. Ça revient à faire OM1 plus OM2. Donc Z1 plus Z2. Et pareil pour la soustraction. Donc là, ce qu'on avait dit donc, en ce qui concerne le complexe conjugué, donc Z bar, donc on a le tiré au-dessus du Z là, consiste à remplacer le plus IY par moins IY. Donc le réel de Z bar,
c'est égal au réel de z. Et du coup, l'imaginaire de z bar, il devient conjugué, donc moins l'imaginaire de z. Donc là, on a ici différents exemples des nombres complexes. Donc le 3 plus 5i, son conjugué, c'est 3 moins 5i. Si je te dis moins 2 plus 4i, c'est quoi son conjugué? Moins 2 plus 4i, ça? Oui. Alors, ce sera moins 2, moins 4i le conjugué. Très bien. Donc, lorsqu'on a un nombre purement réel, bah, son conjugué, c'est lui-même. C'est 10, donc là, c'est 10. Par contre, s'il est imaginaire pur, son conjugué, il devient l'opposé. Donc, c'est moins. Donc, OK? Donc là, lorsqu'on veut faire la somme du nombre complexe avec son conjugué, donc on aura 2 fois la partie réelle de x. Pourquoi? Car la partie imaginaire va disparaître du fait d'avoir plus iy d'un côté et moins iy de l'autre côté. Du coup, la partie réelle imaginaire saute. Et ce qui se passe dans l'ensemble des nombres complexes, lorsque tu fais la soustraction de deux nombres complexes, on va avoir que la partie imaginaire qui reste. Pour ça, on a 2y. Z fois z bar, pareil, parce qu'on veut faire la multiplication, on avait dit avec le conjugué. L'idée de faire la multiplication avec le conjugué, c'est de pouvoir faire disparaître la partie imaginaire. Comme ça, tu n'avais plus la partie imaginaire. Surtout, on applique cela dans le cas où on a une fraction. OK? Très bien. Donc z fois z bar donc, égale à 0. Ceci implique, ou ceci est équivalent à z est égal à 0. Car la multiplication de deux nombres est nulle si l'un de deux facteurs est nul. Donc là, ça, c'est bon. Et on nous dit, comme on a vu tout à l'heure, donc z est un nombre réel si et seulement si z est égal à quoi? Z est un nombre réel si seulement si il est égal à son conjugué. Très bien. Z est égal à z bar et z appartient à imaginaire si et seulement si, donc au nombre complexe, si z est égal à moins z bar. Oui. Quelques propositions pour les nombres complexes. Si on fait deux fois le conjugué, donc z bar, donc le bar du bar, donc le conjugué du conjugué, on revient au nombre complexe z. Oui. Si on a z1 plus z2, donc le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. z1 conjugué plus z2 conjugué. Et pareil au niveau de la soustraction, z1 moins z2 bar, donc c'est z1 bar moins z2 bar. Et pour la multiplication, z1 fois z2 bar, c'est z1 bar fois z2 bar. OK? Très bien. Donc là, pour pouvoir attaquer la trigonométrie, donc la forme trigonométrie et la troisième forme de nombre complexe qui est la forme exponentielle, il faut qu'on maîtrise la notion du module et la notion de l'argument. Donc, première chose, notion de module. Donc, la notion de module, on a le module d'un vecteur, c'est sa taille, donc c'est sa longueur, c'est sa norme, OM. On peut l'écrire comme ça, OM entre deux barres, ou bien OM entre une seule barre, ou bien OM sont les deux barres. Dans l'ensemble des nombres complexes, le module s'écrit entre deux barres comme valeur absolue. Module de Z, ça. Donc, le module, donc il y a deux choses à savoir. Le module, normalement, on va l'expliquer ici, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Est-ce qu'on a remarqué tout à l'heure que z fois z bar est égal à cette partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc on peut dire directement que le module est égal à racine carrée de x carré plus y carré, ou bien le module est égal à racine carrée de z fois z bar. Il faut savoir que ce qui concerne la notion de valeur absolue, une valeur absolue est égal à lui-même si le nombre est positif et il est égal à l'opposé si le nombre est négatif.
C'est-à-dire la valeur absolue de moins 5 est égale à combien? C'est 5. Très bien, donc c'est son opposé. Ouais. Moins Ouais. 5, donc ça en fait c'est 5 carats, doit sortir toujours positif. Très bien. Donc là, si j'ai un nombre par exemple complexe 1 plus 3i, son module, c'est racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré. Donc c'est racine carrée de 10. D'accord. Ensuite, nous avons 1 sur z, donc c'est le module. Donc là, ici, on a z bar sur le module de z au carré. Et les autres propositions concernant les règles de modules, donc z1 fois z2 en termes de modules, c'est z1, module de z1 fois module de z2. Okay. Et z1 fois z2 égale à 0, comme on avait dit, la multiplication de deux nombres est nulle si l'un des deux facteurs est nul. D'accord. Donc, le module d'un nombre complexe à la puissance n, c'est le module à la puissance n. Donc, ça, c'était clair. Donc là, on a le module de z est égal à 3 plus 4i, donc on avait dit c'est 5. Et si on veut faire le rendre dans le rationnel, on élimine en fait la partie imaginaire du dénominateur en multipliant par le conjugué. Pour ça, on a multiplié par 3 moins 4i en haut et en bas. Et du coup, le dénominateur devient 25. Après, nous avons l'inégalité triangulaire. Donc, dans l'inégalité triangulaire, il faut savoir que le module de Z1 plus Z2 est inférieur au module de Z1 plus le module de Z2. Donc, un exemple à cela, c'est le module de 1 plus I. Donc, on sait que c'est inférieur au module du premier nombre plus le module de 2. Pour la notion d'argument. Donc, comment on va faire pour l'argument? Ce que je te conseille pour faire par rapport à l'argument, on sait qu'on a dans un nombre complexe, on va avoir des quadrants. Donc je vais tracer plusieurs cercles. Ça, tu vas pouvoir. Je vais mettre sur le bord. Donc, je vais tracer le premier cercle. Donc là, donc dans le premier, donc on sait, si je vais décomposer ce cercle-là en 4 quadrants. Donc, je vais avoir premier quadrant, deuxième quadrant et troisième quadrant. Donc là j'ai premier quadrant. Ici, à côté, je vais avoir le deuxième quadrant et après, je vais avoir donc le troisième quadrant. Donc, je vais le nommer donc, I. Donc, premier quadrant, deuxième quadrant, troisième quadrant. Et du coup, en fait, au niveau du quatrième quadrant, il faut savoir deux choses très importantes. C'est que dans chacun de ces quadrants, on a différentes valeurs du parti réel et du parti imaginaire. On a différentes valeurs de sinus, cosinus aussi. OK? Donc, déjà, dans le premier quadrant, selon ton avis, donc le sinus, donc je vais l'écrire en une autre couleur, le sinus et le cosinus. Est-ce que tu as une idée de l'axe des abscisses? C'est l'axe des sinus ou des cosinus? Axis, c'est cosinus. Très bien. Et l'axe des Y, c'est? Sinus. Très bien. Donc là, ça, c'est le sinus. Et là, j'ai le cosinus.
Donc, si on remarque dans ce quadrant-là, dans le premier quadrant, le cosinus est comment, positif ou négatif? Positif. Très bien. Et le sinus? Pareil. Je. Très bien. Dans le deuxième quadrant, Sinus positif et cosinus négatif. très bien. Troisième quadrant, Sinus négatif et cosinus négatif. dans le quatrième quadrant. Cosinus positif et sinus négatif. Très bien. Bravo. Très bien. Donc en fait, ces relations-là vont me permettre de mieux comprendre c'est où je place mon Z. Donc là, mon Z, imaginons mon Z, il est là, dans ce quadrant-là. Là, j'ai mis mon Z. Selon ton avis, Z bar, il doit être dans quel quadrant? Sachant que Z, il a A plus IB avec A positif, B positif. Oui. Il faut que. Il faut que. Je réfléchis pour pas me tromper. Dans le quatrième cadran, il doit être. Donc Z bar, c'est A moins IB. Oui, A moins IB. Voilà, A moins IB. Donc, on rappelle que A, c'est la partie réelle qui appartient à l'axe des abscisses, et B, Ouais. c'est la partie imaginaire qui appartient à l'axe des ordonnées. Ouais, ça, c'est le quatrième cadran. Oui, donc cette barre, il est dans le quatrième quadrant. Ouais. Dans le troisième quadrant, j'aurai qui du coup? Moins Z. Très bien, donc j'aurai moins Z. Quand on a dit, les deux sont négatifs. Et ici, du coup, j'aurai moins Z bar. Ouais. Très bien, donc j'aurai moins Z bar. Ces notions-là sont très importantes pour qu'on puisse continuer la suite. Ouais. Donc, savoir quelque chose de très important, que sur ce cercle trigonométrie, si je commence ici avec une valeur de 0, ben là, je veux avoir pi sur 80 degrés. Et là, je vais avoir pi sur 2. Parfait. Et là, en bas, je vais avoir moins pi sur 2, ou bien 3 pi sur 2. soit moins pi sur 2, ou bien moins 3 pi sur 2. Moins pi sur 2, ou bien si je pars, donc là, car là, en fait, le sens positif, on l'a pris dans cette direction. Très bien. Donc, l'argument, si je dis l'argument d'un nombre réel 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi l'argument de ces valeurs-là 2, 3, 4, 5, 6? Ce sont des nombres des réels positifs. Alors, ça va être 0 puisque c'est sur l'axe des abscisses. Très bien, car sur les axes des abscisses, mais il faut faire attention que ce soit les axes des abscisses positifs. Oui. D'accord? Car si je dis moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, ça revient à regarder la partie négative de mon axe des abscisses. Et là, l'argument, c'est combien?
L'argument, c'est combien dans la partie négative? Très bien. Donc, on a dit, donc, pour une partie, donc un nombre réel positif, son argument est 0. Pour un nombre complexe négatif, son argument est pi. Oui. Pour un nombre complexe, 2i par exemple, 3i, 4i, qui est imaginaire pur. Alors, c'est sur l'exercice positif, du coup, c'est pi sur 2 argument. Donc, c'est pi sur 2. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a donc le nombre complexe d'un imaginaire pur, c'est par exemple i de i, 3i, c'est pi sur 2. Par contre, lorsqu'on passe sur un nombre imaginaire pur négatif, et bien là, on va faire moins pi sur 2. Moins pi sur 2 ou bien 3 pi sur 2. Oui. Très bien. Donc là, ensuite, on voit qu'on a deux nombres complexes, 1 plus i, 1 moins i, on voit qu'on a des nombres remarquables qui sont d'une certaine valeur, pi sur 4, c'est pi sur 4. Il faut savoir quelque chose de très important que pour pouvoir déterminer ce nombre complexe, il faut qu'on sache les angles remarquables. Oui. Donc, si on peut faire un petit tableau sur AWAP, donc on va faire partir. Je vais tracer un petit tableau, et dans ce tableau, on va mettre les angles avec donc les angles remarquables qu'on va citer avec leur sinus, leur cosinus et leur valeur en degrés et en radians. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, je te propose de commencer si tu veux. Comment on va écrire? Oui, on va écrire sur AWAP directement. Alors, donc le premier angle remarquable, c'est pi sur 4. Avant, on va commencer par les valeurs. Donc, si tu veux, je peux les remplir, les valeurs. Donc, Ouais. le problème qu'on avait mis la taille très très petite. Hmm. Les cases, elles vont être énormes. Ouais. On va essayer de. Alors, je vois, hein, il suffit pas de. Donc, on va mettre. Plutôt, on va les écrire en 1 comme ça. D'accord. 0, pi sur 3 ou sur 6. On va commencer. Vous écrivez d'abord le. Donc, on va mettre pour chacune déjà la valeur en degrés. D'accord. Et ensuite, on fera la valeur de cosinus et de son sinus. D'accord, donc je vais mettre. Donc, on appuie sur 6, on appuie sur 4.
On appuie sur 6 ensuite. Alors, 0 aussi. Donc on a dit degré, cosinus et sinus. Hein. Oui. Ok. Alors, un petit peu. Voilà. Cosinus c'est 1. Sur 6. On va juste préparer graduation, ça m'aide. Faire des niches. Donc si on remarque quelque chose, très bien. Donc tu essaies de le placer sur le cercle, très bien. Bravo. Donc on avait vu donc 0, donc c'est au début. Donc on a ici la valeur 0. Tu as placé ensuite les angles là, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Très bien. Et pour chacune, on va essayer de visualiser son cosinus qui est l'axe des abscisses, donc sa valeur sur l'axe des abscisses, et son sinus qui est la valeur sur l'axe des ordonnées. Donc, ce qui est important aussi à savoir que là, par exemple, je vais juste tracer en gradué. Par exemple, là, lorsque je fais la projection de, de cette valeur ici, on voit qu'on a ici cette valeur qui est là, c'est son sinus, alors que la valeur ici, c'est son cosinus, la projection sur l'axe des abscisses. Donc, si on la compare par rapport, je prends une autre couleur, si je compare par rapport, donc là, c'était pi sur 6. Là, c'est pi sur 6. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc, si je la compare à pi sur 3, donc là, j'ai pi sur 3 ici, je regarde et j'observe que j'ai le cosinus est plus grand ou plus petit? Plus grand. Pour pi sur 6. Oui, pour pi sur 6 est plus grand. Pour pi sur 3, il est plus petit. Oui. Très bien. D'accord? Donc, il faut savoir aussi quelque chose de très important lorsqu'on a dans la construction de ce tableau des angles remarquables, c'est que si la somme de deux angles est 90 degrés, cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Du coup, la valeur de pi sur 6 qu'on va mettre ici, elle va être la même qui est là. Et pareil, pour sinus pi sur 6, il va obtenir la même valeur que pi sur 3. Et pareil, donc pi sur 4 plus pi sur 4, donc c'est 45 degrés, plus 45 degrés. Donc on va obtenir aussi la même valeur des deux côtés. Très bien, donc là. Je sais que je me rappelle, c'est racine de 2 sur 2, je crois. Ouais. Ouais. Pour cosinus, c'est sinus. Hop. Du coup, ça fait 30 degrés. Très bien. Pour pi sur 6, donc il faut juste remplacer le pi par 180 donc, degrés divisé par 6, 180 divisé par 6, ça fait 30.
Et pi sur 3, ça fait 180 divisé par 3. 180 divisé par 3, c'est 60. Très bien. Donc, pour 30 degrés, on avait dit, il y a deux valeurs à savoir, donc racine de 3 sur 2 et 1 demi. Qui est plus grand? Racine de 3 sur 2 ou 1 demi? Racine de 3 sur 2. Très bien. Donc, comme c'est racine de 3 sur 2, donc on voit que le cosinus est plus grand pour 30 degrés, donc c'est racine de 3 sur 2, et son sinus c'est 1 demi. Et pour pi sur 3, du coup, c'est l'inverse. L'inverse, ouais. Parfait. Et pi sur 2, sinus égale à 1 et cosinus 0. Et pour pi? Et pour pi, moins 1, cosinus moins. Alors, 2 degrés, c'est 180. Voilà, en degrés, c'est 180 degrés. Son cosinus, c'est moins 1 et son sinus, c'est 0. Donc, deux choses très importantes, c'est que lorsqu'on parle donc d'un cosinus ou d'un sinus, on n'a jamais une valeur de cosinus ou sinus supérieure à 1 ou inférieure à moins 1. Toujours, tous les sinus cosinus sont compris entre moins 1 et 1. Et 1. Oui. Bon. Très bien, donc là, les valeurs de ces angles remarquables, il faut qu'on les sache ou qu'on puisse en déduire sur le long terme les arguments. Donc il y a deux choses aussi à savoir là, si je reviens sur mon quadrant. Donc dans le deuxième quadrant, si je remarque quelque chose, donc moins z bar, où ça revient à pi plus θ. Si on imagine que z, là comme argument θ, donc ici, dans notre deuxième quadrant, je vais avoir pi moins θ, et dans le troisième, je vais avoir pi plus θ, et dans le quatrième, je vais avoir moins θ. Ok? Donc là, j'aurai pi moins θ, ici pi plus θ, et là enfin, c'est moins θ. C'est clair, pas trop? Ouais, c'est clair, ouais. C'est ça qui nous aidera pour calculer pour trouver l'argument. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc là, parce que je veux calculer l'argument de 1 moins i, il faut savoir deux choses. Le cosinus et le sinus d'un nombre complexe. Le cosinus, c'est a sur la partie imaginaire, et, pardon, a sur le module, et le sinus, c'est b sur le module. Donc, a sur le module, donc la partie réelle sur le module pour le cosinus, et la partie imaginaire sur le module pour le sinus. C'est clair, Patron? Oui. Sûr? Sûr, ouais. Ça va. Très bien. Donc là, si on veut calculer l'argument de 1 plus racine de 3i, ou 1 moins racine de 3i. Je calcule. Oui. Alors, je calcule d'abord le module de z, Oui. qui est égal à racine en carré. Donc ensuite, par rapport, donc on avait dit donc la partie exponentielle et l'écriture du nombre complexe sous forme exponentielle, on a la transition entre le cosinus θ plus i sinus θ, qui est la forme trigonométrique du nombre complexe, donc qui est e i θ, donc là cosinus θ plus i sinus θ, vers exponentielle de i θ. Ok? Et exponentielle de i θ, qui représente cosinus θ plus i sinus θ avec θ, c'est l'argument de z. Là-dessus, on peut passer de la forme
trigonométrique à la forme exponentielle des nombres complexes. OK? Donc en fait, la forme trigonométrique, c'est juste en calculant le cosinus et le sinus. Voilà, en calculant le cosinus et le sinus, on obtient l'argument du nombre complexe et on a déjà calculé le module. Et du coup, la forme trigonométrique, c'était module de z, entre parenthèses, cosinus θ plus i sinus θ. D'accord? Ça, c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est donc là, on voit bien la forme trigonométrique. Donc le ρ revient à déterminer le module de z. Donc module de z, cosinus θ plus i sinus θ. Avec θ, comme on l'avait dit, c'est l'argument de z. Pour passer à la forme exponentielle, il suffit de remplacer le cosinus θ plus i sinus θ par exponentielle de i θ. D'accord. OK? C'est clair? Je ne sais pas si on avait démontré ça en cours, mais comment? Enfin, il devait y avoir une démonstration. Elle est compliquée ou pas? Bah, la démonstration du exponentiel i θ, c'est pas. Non, mais en fait, c'est pas très compliqué pour la simple raison, comme on l'avait dit, si on prend un angle θ ici sur la représentation graphique, donc là, ce point-là, il est exprimé par EI θ. Son x, c'est cosinus θ lorsqu'on fait la projection. Lorsqu'on fait la projection d'un vecteur sur un axe, donc on multiplie, donc le module de ce vecteur-là, c'est 1. Pourquoi le module de ce vecteur-là, c'est 1? Car c'est un rayon d'un cercle de rayon 1. Donc là, lorsque tu projettes ce vecteur-là sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, la projection d'un vecteur, c'est toujours le module de vecteur fois cosinus de l'angle entre le vecteur et l'axe sur lequel je suis en train de projeter. Donc, la projection de ce vecteur-là, ici, le module de 1, donc c'est 1 fois cosinus de cet angle, cosinus θ. Et pareil, donc ça, c'est son x. OK? Et sur y, donc on projette 1 sur y, donc on va avoir cosinus de cet angle-là. Cet angle-là, c'est pi sur 2 moins θ. C'est lui qui reste. Et cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Pour cette raison, en fait, on va avoir sinus θ de l'autre côté. Donc c'est cosinus θ plus sinus θ, donc suivant y. Et pour ça, en fait, le cosinus θ plus i sinus θ, c'est ma partie exponentielle. D'accord, ça marche. OK? Donc, ce qu'il faut savoir en termes des propriétés qui concernent les nombres complexes sous forme exponentielle, c'est que ce sont les mêmes propriétés que tu as appris en 4e, et ce qui concerne les puissances. Donc, si on se rappelle bien des règles des puissances, donc la première règle des puissances, c'était a à la puissance m fois a à la puissance n, par exemple, c'est a à la puissance m plus n. Donc là, pour cette raison, ei θ fois ei θ prime, c'est ei θ plus θ prime. Ensuite, nous avons ei θ, le conjugué de ei θ, c'était e moins i θ. D'accord? Et ei θ à la puissance n, donc c'est a à la puissance m à la puissance n, ça fait a à la puissance mn, donc e n i θ. D'accord. OK? Très bien. Donc, il faut savoir aussi que dans un nombre complexe, on peut ajouter autant qu'on veut de cercles de 2π. Pour ça, on a 2 nπ qui s'ajoutent plusieurs fois, à plusieurs reprises, et on retrouve à la fin ei θ toujours. Donc là, z est égal à ei θ. Donc là, on a la forme trigonométrique et on a la forme exponentielle qui vient s'ajouter. Lorsqu'on a 1 est égal à ei0, tu vois, ei0, donc exponentielle à la puissance 0, c'est 1. On est bien d'accord? Oui. D'accord? Donc, i est égal à ei pi sur 2. Ouais. Et moins 1, c'est ei pi. Ça, j'arrive moins à visualiser que les autres.
Donc, pourquoi moins 1 c'est E? Donc, pourquoi 1 c'est EI0? EI0 pour la simple raison, si on revient sur le cercle de trigonométrie, EI0, c'est ici, c'est 1. Ok. EI ici, c'est moins 1. D'accord. Oui, C'est un cercle qui est 1, moins 1. Ici, on a plus I, on a ici moins I. Donc là, pour plus I, c'est EI pi sur 2. Pour moins I, c'est... I moins sur 2. Très bien, bravo. OK? Ok. Donc, Ouais. on a... Bon, ça, c'est des propriétés basiques concernant les propriétés des exponentielles. Donc, on a dit, donc EI0, c'est 1. Si j'ai un I, c'est EI pi sur 2. Moins 1, c'est EI pi. Comme on a dit tout à l'heure, c'est EI 3 pi sur 2 ou EI moins pi sur 2, c'est moins I. Donc cela, c'est pas nécessaire, mais au cas où, D'accord. 1 plus I, c'est racine de 2 EI pi sur 4. 1 moins I, racine de 2 EI 7 pi sur 4. Et cela, tu peux les obtenir en faisant le calcul du module et de l'argument. Oui, tout à fait. D'accord? Donc, ce qu'on Ouais. va essayer de faire maintenant, tu vas essayer de me chercher. Donc, on a deux nombres complexes ici. 2 plus 2i dans le numérateur, 1 moins i dans le dénominateur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déterminer ou écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle. D'accord. Ok. D'accord? Après, ce qu'on peut faire lorsqu'on veut résoudre cela aussi, on peut faire différemment. Donc, on peut résoudre 2 plus 2i tout seul et 1 moins i tout seul. Donc, 2 plus 2i, si on sait, donc ça revient à calculer le module du haut et l'argument du haut sur le module de bas et l'argument du bas. Et ensuite, on applique les règles qui concernent les modules et l'argument qu'on va voir tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne Donc là, par exemple, on a racine de 2 EI pi sur 6. On l'a sous forme exponentielle. On veut le passer sous forme trigonométrique. Donc, il revient racine de 2 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Et racine de 3, donc racine de 2, c'est racine de 3, 2, mi plus i sur 2. OK? Donc, bon, ça, c'est ce qui concerne un petit peu des nombres un petit peu simples. Si je te dis, on va écrire, par exemple, z est égal, tu vas le faire sur AWAP. Bon, on va passer sur AWAP pour l'écrire. On a un nombre complexe qui est z est égal 1 moins racine de 3i, tu peux écrire 1 moins racine de 3i sur moins 1 moins i. 1 moins racine de 3i. Voilà, 1 moins racine de 3i sur moins 1 moins i. Donc, on va essayer d'écrire ce nombre sous forme. Donc, après avoir défini du coup donc, le 1 moins, donc on a décomposé Z1 et Z2. On a 1 moins racine de 3i. Tu as calculé l'argument en calculant le cosinus-sinus. Tu t'es placé dans quel quadrant tu as dit, donc lorsque tu as calculé sinus-sinus. Donc là, ici, tu es dans le quatrième quadrant. Donc là, c'est moins θ. Pour ça, tu as mis moins pi sur 3. Oui. D'accord? Et le module, c'est 2, donc 2e exponentielle moins i pi sur 3. Pour le deuxième, on est dans le troisième quadrant. Pour ça, en fait, on est à pi plus pi sur 4. On n'est pas à moins pi sur 4 pour le deuxième. On est bien d'accord ou pas? Car on a A positif, A négatif, B négatif, moins 1, moins I. Donc on va avoir ici pi plus pi sur 4. Est-ce qu'on confirme cela? Je n'ai pas bien compris dans la. J'ai pas suivi. Très bien. Donc en fait, ici, on a moins 1, moins I. Moins 1, moins I. On est dans quel quadrant dans le cercle trigonométrique qu'on avait présenté tout à l'heure ici? Est-ce qu'on est dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième ou dans le quatrième? Ah oui, mais le troisième, pardon. Ouais, okay. Donc on est dans le troisième, donc on va avoir pi plus pi sur 4, ce qui revient à faire 5 pi sur 4 à la place de pi sur 4 ici.
OK? Donc là, on va avoir 5 pi sur 4. Ah oui. Donc ici, on a 5 pi. Du coup, je remplace en dessous 5. Voilà. Et là, pour rassembler sur la même fraction. Très bien. Donc là, lorsqu'on corrige donc le 5 pi sur 4, donc on avait dit, tac, j'efface le 5. Donc le 5, pour les arguments, lorsqu'on est dans des arguments, en fait, l'argument d'une fraction, donc l'argument de Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Donc c'est moins pi sur 3, moins 5 pi sur 4. Ça va nous donner l'argument de notre nombre. Principal. Notre Z qui est le résultat de deux fractions, Z1 sur Z2. Alors que le module, c'est le module du premier sur le module du second. Donc c'est le module de 2 sur racine de 2. D'accord? Donc comme ça, on va avoir 2 racines de 2 exponentielle i moins pi sur 3 moins 5 pi sur 4. OK? Ouais, OK. Très bien. Donc là, c'est par rapport à la soustraction et l'addition des formes trigonométriques et exponentielles des nombres complexes. Donc on avait dit, en fait, un nombre complexe, il va avoir une partie réelle, une partie imaginaire. Avec le module, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc on peut l'écrire donc, sous la forme de module de z, x sur racine x carré plus y carré. Donc ça, c'est le cosinus, ce côté-là. Et là, ici, on a le sinus. D'accord? Donc pour cette raison, en fait, le cosinus, c'est x sur racine x carré plus y carré, c'est racine carrée de x carré plus y carré, et ça revient à l'expression de EI θ. Donc là, par exemple, il nous donne un exemple de 3 plus i racine de 3. Le module de cela, c'est racine carrée de 3 au carré plus racine de 3 au carré, donc c'est 2 racines de 3. Une fois qu'on a le module, on peut calculer le cosinus et le sinus, ou bien on peut prendre le module facteur commun et faire apparaître racine de 3 sur 2 et 1,5 et essayer de savoir racine de 3 sur 2 ressemble à quel cosinus des angles remarquables et 1,5 ressemble à quel sinus des angles remarquables. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Là, on a un autre exemple dans une fraction qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on l'avait déjà faite. Et puis, pour les règles trigonométriques, on a un petit rappel des formules d'addition et de multiplication qui sont super importants pour la suite, ce qui concerne Coco Sissi. Donc, Coco Sissi, c'est pour cosinus A plus B, cosinus A moins B. On a Coco Sissi, donc cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Cosinus A moins B, donc on fait attention lorsqu'on est dans un monde. Donc, il y a deux choses à savoir. C'est que là, on a A plus B. Par contre, dans le résultat, c'est l'opposé. Donc, A moins B, donc c'est l'opposé. Là, on est dans la règle, ici, de là à là, on est dans Coco Sissi. Et de l'autre côté de l'égalité, on va être à Sico Cosi. Là, de ce côté-là, on est à Sico Cosi. Donc, sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B. Ici, c'est plus plus. D'accord. D'accord? Okay. Alors que là, c'est l'opposé. Sinus A moins B, pareil, donc on a un moins. Et pareil, ici, on a un moins. OK? OK. Très bien. Donc, pour la tangente, donc il suffit de mettre sinus sur cosinus. Okay. Pour obtenir sinus 2A, ça consiste à faire quoi? Ça consiste sinus 2A, pour l'appliquer, il suffit juste de remplacer dans cette règle-là le B par quoi? Par A. D'accord.
ici, on remplace ça par A et on obtient du coup notre sinus A fois sinus A plus, donc on va avoir sinus A plus sinus A cosinus A plus sinus A cosinus A, ce qui fait 2 sinus A cosinus A. D'accord. Et pour le cosinus 2A, cette fois, on va remplacer dans l'autre relation, donc celle-là, le B, on le remplace par A. Et du coup, on va avoir cosinus A moins sinus A sinus A. Cosinus A moins sinus A, on aura notre cosinus carré de A moins sinus carré de A. Mais comme on connaît que cosinus carré plus sinus carré, c'est 1, du coup, je peux remplacer le sinus carré par 1 moins cosinus carré de A pour avoir 2 cosinus carré de A moins 1. Et je peux remplacer le sinus carré de A par 1 moins cosinus carré, ou bien le cosinus carré de A par 1 moins sinus carré de A pour avoir 1 moins 2 sinus carré de A. C'est clair ça? Ouais, c'est clair. Ouais. Donc là, si c'est clair, donc on va pouvoir passer après vers les formules d'addition qui peuvent être utilisées donc, dans les exponentielles et dans les formules trigonométriques. Donc exponentielle de IAB, donc comme on a dit, donc c'est exponentielle de IA fois exponentielle de IB. C'est comme les règles des puissances. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là-dessus, si on fait appel à cosinus A plus IB, donc cosinus A plus B plus I sinus A plus B, donc je remplace cosinus A plus B par la formule que je viens d'apprendre cocos ici, et le sinus A plus B par ci cocos ici. Et ensuite, je fais la comparaison de la partie réelle avec la partie réelle de deux côtés et la partie imaginaire avec les parties imaginaires. Donc, en identifiant cela, on peut en déduire les relations qu'on avait démontrées tout à l'heure. D'accord, ça marche. Les formules de Moivre, c'est plus pour pouvoir appliquer la propriété de I θ n. Donc, c'est I n θ. Donc, en développement, cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n par la binôme de Newton qu'on avait appris tout à l'heure. Et ensuite, on va essayer d'identifier les parties réelles et les parties imaginaires. La formule de Moivre va nous permettre de calculer le cosinus n θ et le sinus n θ. En fonction de qui? En fonction de cosinus θ et sinus θ. Par exemple, on va prendre l'exemple ici de n est égal à 3. Donc, cosinus θ plus I sinus θ à la puissance 3. Donc, en premier, on va essayer d'utiliser la formule du binôme de Newton. Donc là, j'ai développé en utilisant le binôme de Newton. Donc, cosinus cubique θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ plus I 3 cosinus carré θ sinus θ moins sinus cubique θ. Ce qui s'est passé ici pour avoir le 3, c'est une combinaison ici, le 3. D'accord. D'accord, c'est la combinaison. OK. Pareil, ce 3-là. Et de l'autre côté, j'ai cosinus n θ sinus n θ. Donc là, ce que j'ai essayé d'écrire, donc j'ai appliqué la formule du binôme de Newton, mais ce que j'ai fait de plus, j'ai ensuite rassemblé la partie réelle ensemble et ensuite la partie imaginaire ensemble. Donc la partie réelle, c'est toute cette partie-là. Et si on la compare à cosinus 3θ, donc là, on a tout ça est égal à cosinus 3θ, et cette partie-là est égale à sinus 3θ. D'accord. Donc on aura sinus carré θ plus cosinus carré θ, on a dit c'est égal à 1. Donc en appliquant cosinus 3θ plus I sinus 3θ, on a cette partie-là et cette partie-là, dans laquelle on obtient les parties réelles et les parties imaginaires, leur expression. OK? Ok, je comprends. Ensuite, nous avons la formule d'Euler. Donc la formule d'Euler, elle consiste à pouvoir passer cette fois de cosinus à exponentielle en utilisant que cosinus θ c'est e i θ plus e moins i θ sur 2 et le sinus θ c'est e i θ moins e moins i θ sur 2i. Donc là, si on a un cosinus, on peut le remplacer par des fonctions exponentielles. C'est pas l'inverse.
car tout à l'heure, on avait cosinus θ plus I sinus θ, on l'a remplacé par exponentielle. Maintenant, on va faire l'inverse. On a un cosinus, je veux le remplacer par exponentielle. D'accord? Donc, on va essayer aussi de l'utiliser pour pouvoir surtout linéariser cosinus carré de θ dans le cas où on va faire son intégrale sur le long terme. Ou si tu veux linéariser cosinus cubique θ, car cosinus cubique θ, si tu veux faire son intégrale et tu n'as pas sa dérivée à côté, c'est mort. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Donc, on essaie de linéariser cosinus carré θ. Comment on fait? Il suffit juste de remplacer EI θ plus E, donc le cosinus θ par EI θ plus E moins I θ. Et je développe. Donc là, j'ai A plus B au carré. Hein. C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc A au carré plus 2AB. Le 2AB, c'est EI θ, E moins I θ. Ça fait EA fois EB, c'est EA plus B. Donc EI θ plus moins I θ, donc ça fait exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Bien sûr. D'accord? Pour ça, on n'a que 2 tout seul ici. Et à la fin, on a E moins I θ à la puissance 2, donc E moins 2 I θ. Ok. Donc, ensuite, si on remarque quelque chose de très important, E2 Iθ plus E moins 2 Iθ sur 2, ça revient à cosinus 2 θ. D'accord. Ok. D'accord? D'accord? Donc là, à la place de 4, j'ai juste mis un demi-facteur et je vais faire entrer 2 à l'intérieur. Ok. Et pour ça, tu as le 1 demi qui est là, et tu as 2 sur 2, ça fait 1. Et E2 Iθ plus E moins 2 Iθ sur 2, ça fait notre cosinus 2 θ. D'accord. OK? Pareil, donc après, on a un petit exercice pour faire la linéarisation du sinus à la puissance 4 θ. Comme je dis toujours, l'objectif derrière la linéarisation des formules trigonométriques, c'est de pouvoir les utiliser aussi bien dans les intégrales que dans d'autres exercices. Dans les intégrales, bien évidemment, lorsqu'on n'a pas la dérivée à côté. D'accord? Très bien, donc ça, c'est ce qui est important. Donc, c'est EI θ plus E moins I θ sur 2, c'est pour le cosinus. Et EI θ moins E moins I θ sur 2i pour le sinus. Donc, c'est ces deux règles-là qui sont importantes. D'accord. Ok. Je prenne ça. D'accord, ça marche. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est bon par rapport à la racine donc, des nombres complexes. Donc, voilà. Ce qui est important aussi à savoir, c'est ce qui concerne la résolution d'une équation du second degré avec des nombres complexes cette fois. Oui. Donc, on résout comment on faisait pour une équation de second degré normale dans l'ensemble des nombres réels. Mais ici, il suffit juste d'ajouter i à l'intérieur avant ton racine de delta pour éliminer le moins que tu obtiens dans le delta négatif. Oui. Ou bien tu peux mettre directement i carré à la place du moins à l'intérieur de ta racine carrée. Par exemple, on a un petit exemple, si on veut résoudre z carré moins z de moins 2 dans l'ensemble des nombres réels, ben là on va avoir une équation de second degré qui a comme delta positif. Donc là on a 2 et moins 1, il n'y a pas de souci. Et si on veut résoudre la suivante z carré plus z plus 1 égale à 0, on va avoir que delta est négatif. Et les deux racines qu'on va obtenir, c'est moins 1 plus i racine de 3 sur 2, et le deuxième, moins 1 moins i racine de 3 sur 2, qui est cette barre. Oui, c'est ça. D'accord? On peut en calculer qu'une seule et le conjugué, c'est d'autres. Tout à fait. On peut calculer une et en déduire directement que notre z seconde, donc la deuxième solution, c'est en j bar, donc temps conjugué. Donc, ce que je te demande de faire, donc on va essayer de faire celle-là à résoudre. D'accord. Z carré plus facteur 1 plus iz plus i. Je vais faire sur ma feuille, hein, pas sur le bord.